Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces Med Days 2011. Je voudrais vous demander à toutes les dernières personnes de s'installer de sorte à ce que nous puissions donner la parole à toutes ces importantes personnalités qui sont venues nous faire l'honneur d'ouvrir nos travaux dans le cadre de ces Med Days. Je voudrais rappeler que les Med Days est le forum du Sud où nous essayons de décrypter, de comprendre le monde, mais en même temps, nous essayons de nous donner l'occasion, les uns et les autres pays du Sud, sans exclusive évidemment, d'échanger entre nous et de bâtir des relations les plus solides possibles. Je voudrais rappeler que nous allons ouvrir ce soir, mais nous allons travailler ensemble pendant 3 jours dans des séances plénières, de nombreux ateliers où il y aura de très nombreux intervenants venus d'un peu partout dans le monde pour pouvoir échanger sur les sujets les plus importants du moment. Et évidemment, nous savons ce qui se passe dans l'actualité, cette actualité qui nous interpelle au quotidien, que nous regardons les uns les autres avec intérêt. Je voudrais, sans être trop long, dire qu'à la suite des interventions, nous allons, comme à l'accoutumée, remettre des prix. Mais sans plus tarder, je voudrais vous proposer, pour ouvrir nos travaux, céder la place à Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, Monsieur Taïb Fassifiri. À vous la parole, Monsieur le ministre, et bienvenue. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala nabi al-mursalin. Monsieur le Président, Messieurs les Premiers ministres, chers collègues, chers frères et amis ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je salue l'ensemble des participants à cette nouvelle 4e session des Med Days en relevant le fait que nous nous retrouvons régulièrement sur une base devenue pérenne dans cette belle ville de Tanger pour réfléchir ensemble sur ce qui se passe chez nous et autour de nous. L'année 2011 aura été, s'il fallait déjà lui dire adieu, une année forte en événements, en surprises, en escalade. Il est sûr que nous avons quitté un monde, mais nous sommes tous dans l'impossibilité de définir si le monde qui nous attend et attend nos enfants est d'ores et déjà défini. Crise financière, 2007, crise économique, 2008, 2009, 2010, crise de la dette souveraine, 2011. Sur un plan géostratégique, les repères changent, le référentiel change et surprend et nous interpelle tous, au nord comme au sud. La boussole panique, les bourses s'affolent, les interrogations sont relevées ici ou là sur le devenir de certaines régions du monde et à l'intérieur de certains pays. Si l'on pouvait relever quelques constats, le premier serait de dire que si la nouvelle gouvernance mondiale n'est pas encore clairement établie et ses paramètres arrêtés, il est incontestable que le Sud est en dynamique, est en mutation, est en évolution, est en création. Et peut-être plus, et j'ose dire un peu mieux, qu'au nord. Et pas seulement sur le plan économique. Nous suivons tous, en tout cas ici au Maroc, l'évolution au sein de l'Europe et en particulier au sein de plusieurs pays méditerranéens amis, où des plans d'austérité s'imposent, où nous abandonnons la représentation politique pour faire appel à des hommes providentiels pour le temps d'une transition, rassurer les marchés
et prendre les mesures de rigueur qui s'imposent. Et nous constatons que les partis politiques se mettent d'accord en Grèce, en Italie, pour confier cette tâche difficile de réinstauration des équilibres à des techniciens. Tout comme se sont réalisés ou sont en train de se réaliser des alternances dans plusieurs pays européens compte tenu de ces difficultés. Crise aux États-Unis et mobilisation du G20. Et dans ce G20, l'ouverture à des pays émergents. La Chine, la Turquie, un pays arabe, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Indonésie. Ce qui est une démonstration que la responsabilité du Sud devient de plus en plus grande et que la conquête des marchés, les moyens financiers du Sud peuvent aider à la relance de la croissance dans les pays du Nord. Mais ce dynamisme au Sud se révèle aussi dans le cadre du printemps arabe, des printemps arabes, et nous serons tous honorés d'écouter l'analyse de notre frère, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de Turquie. Printemps arabes au pluriel, puisque autant je pense qu'une erreur d'appréciation a été faite qui estimait à l'époque que le monde arabe est monolithique ou que le citoyen arabe n'aspirait pas à une meilleure vie et n'aspirait pas au progrès social, mais surtout à l'ouverture démocratique, à la diversité politique et à l'épanouissement individuel et collectif. Oui, les printemps arabes nous ont surpris, tous, parce que nous avons vu qu'au sein de certains États qui sont, faut-il rappeler, marqués, ou qui étaient marqués par un degré de légitimité du pouvoir bas, par une volonté du pouvoir à ne pas évoluer, à ne pas changer, à ne pas écouter, par une volonté du pouvoir en Tunisie, en Libye, en Égypte, au Yémen, aujourd'hui en Syrie, à continuer à penser que la stabilité et la quête de la stabilité et l'alibi de la stabilité suffisaient pour que rien n'intervienne sur le plan interne et domestique. Perte de légitimité par rapport à des systèmes qui ne sont pas arrivés à se renouveler, à anticiper, à être à l'écoute des attentes légitimes et des aspirations naturelles à l'épanouissement et au progrès. Et on a tous entendu les premières réactions. Conspiration extérieure, risque djihadiste et par conséquent ne pas céder. Je suis obligé ici aujourd'hui, bien que nous soyons dans le cadre des Med-Days, dans un cadre de réflexion stratégique, mais nous sommes pris par l'actualité au quotidien. De relever que le régime du président Bachar el-Assad, comme d'autres auparavant, ne souhaite pas écouter ni l'appel intérieur, ni les efforts extérieurs. Et ces efforts extérieurs sont en particulier ceux qui sont actuellement fournis par la Ligue arabe. Nous avons offert au sein de la Ligue arabe, afin d'abord de crédibiliser cette Ligue, afin qu'elle puisse jouer ce rôle d'anticipation et de prévention des conflits,
arrêter un plan qui a été accepté mais non exécuté. Nous avons assisté ces derniers jours à des manifestations inacceptables, non spontanées et donc programmées. De 100 à 200 personnes, si ce n'est plus, qui se sont attaquées aux ambassades de pays européens, la France en particulier, américains, turcs, mais aussi de pays arabes. Sa Majesté a décidé de rappeler aujourd'hui son ambassadeur à Damas, parce que nous avons écouté les excuses hier et avant-hier, mais la chose s'est non seulement répétée, mais a été élargie en touchant à la sécurité, aux conventions internationales, par des manifestants qui sont entrés dans l'ambassade du Royaume de Maroc à Damas. Est-ce qu'il y a effet domino partout dans le monde arabe? Non. Puisque si vous partagez avec moi l'idée que ce qui marque ces révolutions, et je salue la présence parmi nous de M. l'ambassadeur de Tunisie, ce sont ces systèmes qui, comme je le disais tout à l'heure, n'arrivaient pas à se renouveler et n'offraient aucune perspective autre que celle du système, et en particulier de cette évolution des systèmes durant les dernières années. Bien sûr, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Bien sûr, des interrogations subsistent et se posent avec force. Bien sûr, chaque pays choisira par lui-même la voie qui est la sienne. Une constituante, des élections, ou bien des élections et une constituante. Mais nous devons tous fournir l'effort nécessaire pour que là où il y a eu révolution, ce soit un succès, malgré quelques surprises, au sud comme au nord, malgré la couleur qui sort de certaines urnes. Il faut continuer à se battre pour que la sortie de transition soit marquée par l'atteinte totale des objectifs des révolutions. D'autres pays où la pluralité politique, où la légitimité du pouvoir, où la capacité d'anticipation et d'écoute ont fait que cette évolution se fait dans des conditions douces et dans des conditions qui permettent d'atteindre les mêmes objectifs sans le chaos, sans le risque. Et nous remarquons que les manifestants de l'Qsba ou de Place Tahrir, certaines techniques ont été reprises par les indignés en Espagne, Portugal, ou aujourd'hui à Manhattan, où nous relevons que dans ces démocraties bien assises, il y a l'expression, pas d'un ras-le-bol, mais de la part d'une jeunesse aussi, qui ne se retrouve pas ou ne se retrouve plus dans ce qu'elle estime être les partis gouvernementaux, qu'ils soient aujourd'hui dans l'opposition et demain au pouvoir ou l'inverse. Dans ce contexte, bien sûr, la question palestinienne demeure fondamentale. Et je salue la présence du docteur Saïb Ariqat parmi nous, qui va nous éclairer sur les dernières évolutions de ce dossier et en particulier les difficultés rencontrées et la poursuite des actions unilatérales condamnables d'Israël et le refus d'aller autour d'une table de négociation sur la base des paramètres que nous avons tous, toute la communauté internationale, déjà arrêtés.
Mais nous ne pouvons pas encourager d'un côté l'épanouissement des peuples et refuser à ce peuple combattant, le peuple frère palestinien, le droit d'être dans son droit et le droit d'exister au sein de l'État palestinien. Sa Majesté, le Royaume du Maroc, se félicite des efforts qui ont été faits et qui se poursuivent par un certain nombre de chefs d'État qui prennent leur courage à deux mains, dont le président Sarkozy, pour sortir des sentiers battus et aller chercher la solution dans la pression, dans l'imagination, dans la créativité. Je vous parlerai aussi, puisque l'agenda est très large, de ce qui se passe sur notre continent. Et nous aurons l'occasion tout à l'heure d'écouter non seulement l'expérience turque, mais aussi la voix, l'expérience du président Toledo, qui a marqué de son empreinte le Pérou des dernières années et qui continue à la tête du parti politique Pérou Possible, la poursuite de son action, et nous serons très heureux d'entendre ce que l'Amérique latine devient, au-delà de la caricature qui nous est présentée sur une scission entre des pays bolivariens révolutionnaires, populistes de gauche, et des pays plus modérés. De même, nous aurons l'occasion d'écouter une voix africaine. Le Premier ministre Tsvangirai a été parmi les premiers à lever le drapeau et il a payé sur le plan familial, sur le plan personnel. Mais il continue son combat pour la démocratie au Zimbabwe. En Afrique, la question qui se pose dorénavant n'est pas d'organiser des élections, mais de s'assurer de la mise en place et de la mise en œuvre de ces résultats. Nous avons assisté malheureusement à des hésitations, à une certaine timidité intéressée par rapport aux scrutins qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire. Et en tant qu'Africain, je ne suis pas fier que la famille africaine n'ait pas réussi à accompagner l'enregistrement des résultats. Il y a eu hésitation, il y a eu acceptation d'une certaine idée que la Côte d'Ivoire serait entrée dans un piège entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne, ou bien qu'il fallait nécessairement laisser le président Gbagbo continuer à commettre ses actes. Je ne suis pas fier de la manière avec laquelle la famille africaine, je ne parle pas uniquement de l'Union africaine, je parle de la famille africaine, sur un plan bilatéral, national, sous-régional ou continental, n'est pas réussi à anticiper les changements intervenus en Libye et que ce changement a pu être rendu possible grâce aux initiatives fortes prises au niveau de la Ligue arabe, relayées en cela par l'appui d'un pays comme la Turquie au sein du Conseil de sécurité, et nous connaissons la suite des événements. Je ne suis pas fier en tant qu'Africain de voir que le Soudan et le Sud-Soudan, malgré le succès du référendum, continuent à se battre et à s'entretuer. Nous sommes ici au Maroc aussi inquiétés par le fait que cette Afrique devient de plus en plus marquée par une bande, une ceinture de non-droit, de l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge, où les larges espaces de Mauritanie jusqu'en Somalie sont dorénavant
pris en charge par des organisations de trafic en tout genre, en étroite concertation et implication des organisations terroristes. Aujourd'hui, il est démontré, et le Maroc le dit depuis plus d'une année, que Al-Qaïda pour le Maghreb islamique se développe, s'étend, et en capacité de nuisance et sur le plan géographique, se nourrit du trafic de drogue et de cocaïne qui vient d'Amérique du Sud, en plus des rançons qui sont payées. Et que l'AQMI est aujourd'hui connectée à Boko Haram, au Nigeria. Boko Haram, ça veut dire le rejet de tout ce qui nous vient de l'extérieur. Est connecté, et la ceinture se termine à l'est, avec les Shabab de Somalie. Nous devons apporter à ce phénomène global une réponse globale et organisée. Le Maroc y veille et nous espérons que l'ensemble des pays africains ici présents puissent se mettre au travail en étroite relation avec la communauté internationale et dans le cadre du plan d'action des Nations Unies. Voilà juste quelques mots sur ce qui se passe dans le monde arabe, sur ce qui se passe sur la scène africaine, sur notre relation avec l'Europe. Des difficultés financières, c'est sûr, pour les prochaines années, mais l'impératif de nouer et de réussir l'Union pour la Méditerranée et le processus euro-méditerranéen de coopération en général. C'est un impératif. C'est un impératif gagnant-gagnant. J'espère que les gouvernements concernés sauront trouver là aussi la créativité nécessaire. Sans paix en Méditerranée, il ne saurait y avoir de stabilité ni au sud ni au nord. Et donc ce n'est que dans la concertation et l'action commune, et là aussi l'écoute de l'autre. Nous invitons l'Europe et ses États membres à ne plus rester dans cette logique qui a démontré ses limites. Nous invitons l'Europe à entrer avec nous, l'Union européenne, dans une relation là aussi structurée, où il y a des actions en commun, des projets en commun, qui couvriraient l'ensemble des volets de cette coopération. Je ne voudrais pas m'attarder davantage, puisqu'on aura tous le plaisir d'écouter avec grand intérêt les intervenants ici présents. Merci de votre attention et bon appétit. Merci, Monsieur le Ministre. Mesdames, Messieurs, je voudrais accueillir un second intervenant. Notre second intervenant est une personnalité qui connaît bien le monde musulman. D'abord parce que cette personnalité a beaucoup écrit et analysé la civilisation dans le monde musulman et ses mutations. Mais il faut dire aussi que la Turquie, depuis sa nomination en 2009, joue un rôle important dans les relations internationales. Notre intervenant est très apprécié dans le monde musulman. Et je voudrais dire aussi qu'il est le penseur, mais en même temps l'impulseur de la nouvelle politique étrangère turque. Je voudrais proposer d'accueillir le ministre des Affaires étrangères turc, M. Ahmet Daoudoglu. Very welcome.